Salut à tous et bienvenue sur notre premier podcast qui n'a pas encore de nom ni de logo. On rectifiera ça dès qu'on pourra. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est le métier et la vie de peintre pro. Très bien. Voilà, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent pas et qui nous connaissent pas ? Alors moi c'est Alex de AS Miniature, la chaîne sur laquelle vous êtes. Je suis peintre pro depuis 1er janvier 2019 et youtubeur pro, on va dire, entre guillemets, depuis le 1er septembre 2019. Très bien. Et toi ? Moi je m'appelle Daphné, j'ai 22 ans, je suis ta copine. Ça je savais ça. Surprise. Je Wow. suis ta copine depuis bientôt 5 ans. Mon métier est un peu compliqué à expliquer, mais en gros je suis créatrice de contenu sur divers réseaux sociaux autour de l'écologie et du zéro déchet, et je viens de lancer mon entreprise de création de bougies artisanales. Et je serai la personne qui te posera des questions aujourd'hui. Yes. Avec qui Alors, on va échanger. Oui, exactement. Du coup, comment t'es venue l'idée de devenir peintre pro en fait ? À quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est ça que je veux faire, je lâche tout et je me lance là-dedans ? Yes, bah du coup, au début, comme beaucoup de personnes, je pensais pas qu'on pouvait vivre de sa passion et encore moins de la peinture de figurines. C'était vraiment quelque chose qui était invraisemblable pour moi. J'aurais même pas pu penser qu'on pouvait se faire payer pour peindre. Et au détour, en fait, un jour où j'étais un peu déprimé, je scrollais un peu trop sur Facebook, je suis tombé sur un post de Salès Figurines, du coup. Ou Salès Miniature, non, Salès Figurines. Et j'ai trouvé la peinture jolie, donc j'ai voulu aller voir la page pour regarder un peu plus de figurines. Et là, au fur et à mesure, en fait, que je passais, j'ai dit putain, il peint quand même vachement beaucoup ce gars, il s'arrête jamais. Je me suis dit, il est au chômage. Et en fait, non, j'ai remarqué après qu'il était peintre pro. Et que du coup, je me suis dit putain, mais ça veut dire qu'on peut vivre d'un truc pareil. Donc déjà là, ça a libéré des trucs dans ma tête. Et du coup, ça a mis une graine qui a commencé à germer. Bon, je savais que j'avais pas encore le niveau pour être peintre pro. Mais du coup, j'ai passé tout le temps que j'avais à augmenter autant que possible mon niveau, à essayer de peindre pour les autres dès que je pouvais, le plus souvent au début gratuitement, pour pouvoir au final avoir le niveau nécessaire pour me lancer dans le peintre protage. Et du coup, si je dis pas de bêtises, ça c'était début 2018. Fin 2017, début 2018, ouais. Voilà, dans ta 3e année dans ton travail que tu avais avant. Troisième. Et dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là dans ton travail ? Est-ce que tu t'étais heureux ? Est-ce que tu t'es dit jamais je lâcherai un travail comme ça ? Ou est-ce que justement t'étais pas bien et c'est ça qui a fait que ça s'est enchaîné comme ça ? Et du coup, avant j'étais prothésiste dentaire, donc j'étais prothésiste dentaire en CDI. À ce moment-là, j'étais en fin d'apprentissage et j'avais déjà un CDI tout tracé, j'avais une carrière toute tracée. Mais je commençais déjà à me poser pas mal de questions dans ce travail parce que c'est un travail où il faut beaucoup travailler. Il faut vraiment être passionné. Donc là, tu peux dire aussi qu'on vit, certains prothésistes vivent de leur passion. Il y en a qui font ça que pour le pognon, mais il y en a qui vivent de leur passion parce que c'est une passion. Et si t'es pas passionné par ça, tu peux pas en vivre décemment, la prothèse. Et ça faisait partie des trucs qui me trottaient dans la tête parce que, en fait, quand tu produis quelque chose de tes mains, il faut donner une valeur à cette chose. Et si tu veux gagner plus pour avoir plus et grossir, il faut que tu produises plus. Mais le temps n'est pas extensible. Et je commençais vraiment à voir ça quand je voyais mon patron qui passait des fois des nuits blanches, 40 ans passés, des nuits blanches à travailler. Je me disais merde, tu vois, est-ce que moi, dans 20 ans, j'avais envie d'être comme ça ? Et je me suis dit non. Moi je voulais pas être comme ça, je suis pas du genre à vouloir travailler. Parce que les dents, c'était très sympa, j'adorais faire ça, c'était vraiment top comme boulot, c'était un boulot génial et gratifiant, mais pas 24 heures par jour quoi. Quand des fois j'arrivais le lundi matin au boulot à 9h, il était déjà là depuis 2h, je partais le soir à 21h, 22h des fois, et quand je revenais le matin, il s'était pas changé parce qu'il était juste pas rentré chez lui, et qu'il était resté là jusqu'au lendemain 19-20h. Je me suis dit, putain, est-ce que moi plus tard je veux faire ça, sachant qu'il avait 3 gosses et tout ça. Et donc là déjà ça commençait à me trotter dans la tête. Après je me disais c'est parce qu'on a un petit labo, c'est parce que on n'est pas beaucoup, on était que deux. Que deux, voilà. Donc faire tourner une entreprise complète à deux, c'est pas et puis toi facile. t'étais là quasiment tout le temps, mais des fois t'allais à l'école, J'avais les cours en même temps, j'étais en alternance. Voilà.
J'en ai pas fait beaucoup. Non, j'ai dû faire 25% du cursus. Ouais. Mais c'était pas grave, ça suffit pour avoir le diplôme, c'était ce qui compte. Mais de toute façon, c'est professionnalisant, donc ce qui compte, c'est d'être en entreprise. Mais du coup, je commençais déjà à me poser des questions. Après, je faisais un peu l'autruche. Je voulais pas. Je venais d'investir 3 années de ma vie pour faire ça. C'était pas pour tout lâcher juste après. Donc je me suis dit, bon, avant aussi, tu faisais d'autres études qui t'ont pas plu. Et là, tu as trouvé quelque chose qui t'a plu. Donc tu t'es dit, enfin, et finalement, je quitte le truc. C'est un peu. Exact, ouais. C'était compliqué. Moi, j'ai fait beaucoup d'études, très différentes surtout. Et j'ai jamais trouvé quelque chose qui m'avait plu autant que ça. Après, maintenant, avec le recul, je sais pas si c'était pas parce que mon patron de l'époque était vraiment quelqu'un de très très bien. Et c'est sûrement parce qu'il était aussi bien et qu'on s'entendait aussi bien, que ce soit personnellement ou professionnellement, que c'était peut-être si bien que ça. Donc après, je sais pas si j'aurais pas rage quit avant dans un autre taf. Au final, si je suis resté 1 an et demi de plus que le diplôme, c'était juste pour... Non, t'es pas resté 1 an et demi de plus, t'es resté 6 mois de plus. T'as eu ton diplôme en 2018 et t'es parti fin 2019. Ah ouais, il y a 1 an et demi, autant pour moi, ouais, c'est moi qui me trompe. 1 an et demi, ouais. Voilà. C'est vrai. Si ça n'avait tenu qu'à moi, que je me posais déjà des questions avant de terminer le diplôme. Quand j'ai signé le CDI, je me suis dit, au moins, de toute façon, je sais pas quoi faire d'autre. Donc, oups. Oui, donc, voilà, au moins t'as ça et voilà, t'as son travail, situation stable. C'est ça, voilà, un CDI, c'est quand même sympathique. Oui. Et donc, du coup, je me posais des questions, et si je suis resté 1 an et demi de plus, c'est vraiment parce qu'il était top. Et que c'était supportable, du coup. C'était long. C'était long. T'as trouvé ça long? J'ai trouvé ça long. Mais au début, peut-être pas, mais surtout à la fin, en fait. Je me souviens, tu partais en décembre et en septembre, tu commençais au retour des vacances, parce que vous preniez un mois de vacances en août. Et quand tu y es retourné en septembre, de septembre à décembre, je me souviens que tu as trouvé ça très très long et c'était très très difficile. En fait, c'est devenu long à partir du jour où j'ai réalisé que peu importe ce que je faisais, parce que du coup, je suis allé voir quand même pas mal d'autres labos, des labos à 20 personnes, à 40 personnes. En termes d'employés. Oui, pour voir si c'était différent. Je suis dans un labo où le patron il est millionnaire, tellement il a gagné pognon. Mais je me suis dit, lui, il avait 50 et quelques employés. Et pourtant, il faisait encore des nuits blanches. Ah ouais. Le gars avait 50 ans, donc dans tous les cas, en fait, il avait 4 enfants faire des nuits blanches, quoi. Et il les voyait pas. Ouais. Et du coup, à partir du moment où j'ai compris que peu importe ce que tu fais, peu importe combien tu gagnes, tu dois te taper des nuits blanches au labo. Je me suis demandé si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et là, j'ai eu la réponse, c'était non. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à bader. Parce que je faisais ça à 20 quelques années, ça va, c'est pas grave, j'ai pas d'enfant, je faisais ça tranquille. Oui, voilà. On se voyait moins. Oui. Mais c'était pas dramatique. Voilà, moi je faisais des études supérieures, donc j'étais souvent à la maison, même si je travaillais, je révisais beaucoup, j'étais quand même là et j'arrivais à adapter mes séances de révision quand t'étais pas là pour que quand tu sois là on profite au maximum du temps qu'on avait ensemble. Et du coup, je me suis dit que je voulais pas faire ça toute ma vie, c'était pas possible. Moi je voudrais avoir une vie de famille autant que possible. Et là c'était clairement compliqué, on va dire. Compromis, ouais. Et du coup, donc on arrive fin décembre 2018, c'est ça? J'ai commencé en début janvier 2019. Oui, c'est ça, donc on arrive fin décembre 2018. Là je pars. T'es parti le 21 décembre, moi je me souviens parce que ça m'a marqué du coup. On fait la fête, on a fait resto et tout. C'était fini quoi. Ouais, bon. Donc, et nous aussi. Oui, nous aussi. Je fais 2 restos, je me suis pété le ventre. C'est vrai, je me souviens. Et du coup, à partir de là, donc t'as pris une semaine de vacances. Pour les fêtes, en famille, 31. etc. Voilà. Du 21 au 31. Et 10 jours. Comment tu t'es lancé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fonctionne et comment tu t'es lancé? J'ai pas quitté mon CDI du jour au lendemain, comme ça, en disant coucou, voici ma lettre, je me casse. Non, j'ai pas fait ça du tout. Donc, comme je le disais, j'avais de la chance d'avoir un excellent patron. J'ai pris la décision en février 2018. J'ai laissé encore 2 mois pour mûrir, pour être sûr que la décision était bonne. Et donc, du coup, en fin avril, début mai, juste après mon anniversaire, je crois, j'ai dit désolé, mais moi la prothèse, j'arrête. Ça va être fini. Il me demandait combien de temps j'allais rester. J'ai demandé à peu près combien de temps il lui fallait. Et du coup, on est arrivé sur fin d'année, ça serait bien. Comme ça laissait
6 mois complets pour trouver quelqu'un pour me remplacer. Ouais. Parce que quand on est qu'à 2 dans un labo, il faut vraiment bien connaître le labo, la personne, tout dans son ensemble pour que ça fonctionne. Et donc du coup on est parti sur ça. Et donc du coup début mai, j'avais dit c'est terminé. En décembre j'arrête. Enfin fin décembre j'arrête. À la fin de l'année je suis plus là. Et donc du coup il est toujours d'ailleurs excellent et très gentil, donc il m'a laissé une rupture conventionnelle, ce qui me donnait droit au chômage. Oui, parce qu'à l'époque il fallait une rupture conventionnelle. Voilà. Aujourd'hui c'est plus le cas. Mais à l'époque c'était rupture conventionnelle ou licenciement pour avoir le droit de chômage et bénéficier des aides à la création d'entreprise. Et donc du coup avec ma jolie rupture conventionnelle, je me suis pointé à Pôle emploi et je leur ai dit coucou. Tôt le matin, c'est dur de se garer avec son Provence. Tôt le matin, d'un compliqué. On a attendu longtemps. On a passé 30 minutes devant à attendre que ça. Et on est tombé sur une dame très très gentille. Son fils faisait des Warhammer, je me souviens. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, elle savait ce que c'était et était vraiment très très gentille. Et je suis avec mon plan tout tracé. Elle avait pas l'habitude, je crois, de voir des gens aussi. Genre, mais si je veux faire ça, j'ai déjà regardé. Qui ont déjà une idée, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, etc. On savait exactement quelle aide il fallait, parce qu'il y a plusieurs choix disponibles. On avait tout cherché en avance parce que du coup j'avais eu 6 bons mois pour me préparer et vérifier tout ce qu'il y avait à faire et tout ça. Donc au niveau juridique, déclaration, entrepreneuriat et tout, on était bien. On s'est bien préparé. Et donc on s'est pointé à Pôle emploi, je sais pas, le 5 je crois, le 4. Juste quand ça rouvre, en fait, ça rouvrait le premier lundi. On s'est pointé tout de suite. Le lundi d'après le premier. Donc le 4 ou le 5, on a fait tout ça. Et hyper réglo, hyper rapide. La semaine d'après, j'avais les sous qu'il fallait sur mon compte et tout pour lancer le... Parce que du coup, tu as choisi, toi, d'avoir toutes tes aides en 2 versements, enfin la moitié de tes aides en 2 versements, plutôt qu'un revenu régulier tous les mois qui pouvait bouger selon ton chiffre d'affaires, en fait. C'est ça, voilà. En fait, on a deux types d'aides. Soit pendant 2 ans, donc toute la durée du chômage, on a comment ils appellent ça, un comblement de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que par exemple, complément. Si vous avez droit à 1000 balles par mois de chômage, si vous faites 300 de chiffre d'affaires, du coup ils vous filent 700. Pour que vous arriviez à 1000 minimum. Si vous faites plus, c'est pas grave, ils reprennent rien, heureusement. Oui, voilà. Mais si vous faites 0, du coup ils vous filent 1000 et ils s'adaptent comme ça. Et donc du coup, après il y a d'autres astuces aussi pour avoir 1000 fixes et tout, mais celles-là je les connaissais pas à l'époque en tout cas. Et j'ai pas pu m'en servir du coup. Mais l'autre option, c'était d'avoir 45% des droits de chômage en 2 versements. Donc du coup, j'ai pris la moitié de tout ce que j'avais en 2 versements. Le premier en janvier 2019 et l'autre 6 mois plus tard, du coup mi-juillet 2019. On y allait le 15 juillet. C'était censé être le 14 juillet, mais du coup c'était férié. Donc on s'est pointé à Aix-en-Provence le 15, puisqu'on n'habite plus à Aix-en-Provence, mais on va parler après. On a fait pour avoir ce deuxième versement. Et franchement, on pensait pas que ça allait être aussi rapide. En fait, je me souviens, on a été hyper étonnés. On a été reçus dans un bureau, on a signé 3 papiers et 3 jours plus tard, t'avais l'argent sur ton compte, quoi. C'est ça. Donc, en fait, c'est juste qu'ils attendent 6 mois pour être sûr qu'il n'y a pas des personnes qui viennent puis qui prennent les sous en mode machin. Ils se font 6 mois de vacances et après ils retournent bosser dans autre chose. Parce que du coup, c'est pas le but du coup. Mais surtout le but, si tu fais faillite, en fait, tu peux au moment des 6 mois dire finalement j'ai plus mon entreprise, donc je voudrais tous les mois les trucs normaux, enfin entre guillemets normaux, que tout le monde prend d'habitude pour avoir un revenu régulier et voilà, etc. Et d'ailleurs, et prendre tous mes droits de chômage du coup. C'est ça. Les 55% que j'avais pas pris étaient dispo si jamais au bout de, je crois, 1 an et 1 jour. Je déposais le bilan parce qu'il fallait faire au moins 1 an d'activité. Tu fermais ton entreprise, tu pouvais y avoir accès. Et par contre là il fallait que tu retrouves un travail mais que tu les écoutes, tu peux pas dire finalement je fais autre chose quoi. C'était genre là si ça avait été le cas j'aurais pas pu dire bon je fais pas Pôle maintenant je fais youtubeur. Vous me filez les 55%, non ça aurait pas été possible. Là ils te disent bon bah d'accord t'es prothésiste dentaire, tu vas retourner faire de la prothèse quoi. Et donc du coup c'était hors de question. Moi c'est le seul diplôme que j'ai au final. Oui c'est vrai. Donc du coup ça aurait été la prothèse. C'est vrai. Du coup voilà, comment ça se passe? Donc là on a vu Pôle emploi. Comment ça se passe au niveau de la création d'entreprise et etc. Est-ce que tu veux que j'en parle moi? C'est un bordel, je déteste l'administratif. C'est toi qui as tout fait. Voilà, donc tu détestes l'administratif, donc du coup c'est moi qui ai tout fait.
Mais c'est pas très compliqué en fait. Sur internet, c'est hyper facile de déclarer une auto-entreprise. Quelques papiers à droite à gauche, et puis ensuite tout se fait sur internet en fait. Ensuite, on a reçu le numéro de SIRET, etc. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était bon. On pouvait faire devis, facture, tout ce que tu veux. Donc voilà, ça m'a pris. Ça prend 2 heures à tout casser, et c'est pas très très compliqué. Non, ça va. Heureusement. Alors voilà, ça y est, maintenant ton entreprise elle est lancée. Tu peux gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent, il faut trouver des clients. Ouais, donc, ça c'est le problème. Comment t'as fait pour trouver des clients? Quand tu commences, t'es personne. Oui, bah non. Et si tu veux avoir des clients, il faut devenir quelqu'un. Que ce soit par ton travail, par les aides que tu vas pouvoir apporter, ou que sais-je. Parce que moi, c'est les 2 seules choses que j'ai développées. J'ai développé les aides par rapport aux vidéos et aux petits tutos que je faisais par-ci par-là. Et mon travail par rapport aux photos et le travail de peinture que je faisais. C'est les 2 seules choses que j'ai vraiment développées. J'ai beaucoup plus développé les vidéos que le travail. Mais du coup, il faut devenir quelqu'un. Et donc pour ça, t'as pas 36 solutions. Il faut que tu payes plus ou que tu postes tes photos peintes et que tu inondes les groupes Facebook. Les réseaux sociaux, voilà. Ouais. Parce que ça passe presque uniquement par les réseaux sociaux. Après, moi j'avais de la chance à Aix-en-Provence, j'habitais, pour ceux qui connaissent, il y a une boutique indépendante qui s'appelle Table Rase, une autre boutique indépendante qui s'appelle Art & Magic et un magasin Warhammer Aix-en-Provence. Les 3 sont dans un rayon de 200 mètres. Autour d'une place. Autour d'une place. Et j'habitais à la place. Voilà, on habitait là. Donc du coup, j'étais en bon terme avec tous. Je connaissais quasiment tous les clients de chaque boutique. Et donc quand j'ai commencé... T'en as parlé à chaque personne. Voilà, mais j'avais la chance du coup d'avoir déjà 2 clients d'avance. Oui, c'est vrai. Et dont une seule figurine pas chère à faire comme ça. Et l'autre, une armée complète, mais avec des... Comment dire des demandes un peu bizarres, quoi. C'est la question d'après ? On en parlera après, ok, d'accord, on en parle après. Et donc du coup, donc j'avais déjà ça, donc j'étais content, parce qu'au moins, à mon premier mois, j'ai pu faire du chiffre d'affaires, donc ça c'était cool. Au moins Pôle emploi, parce que je sais pas s'ils me disent quelque chose, mais en fait ils m'ont jamais rien dit. Mais j'avais peur qu'ils viennent m'engueuler, tu vois, genre en mode ouais, oulala. Je me souviens que t'avais peur, mec, on est le 31 janvier, on t'a déjà filé des sous, pourquoi t'as rien gagné ? Et donc j'avais un peu peur de ça. Donc j'étais content d'avoir déjà une commande au début, donc c'était un pote, hein. On se connaissait en tant que pote. Après j'ai eu un deuxième pote pour le mois de février ou mars qui m'a aussi filé des figurines à peindre, beaucoup de tanks de l'Astra Militarum, tout blanc. Et c'est vrai, je me souviens. Ouais, j'avais oublié celui-là. Et du coup j'ai commencé à mettre sur mon Facebook petit à petit. Sur les réseaux sociaux, ce qui marche bien, c'est d'avoir de la régularité. Et donc du coup, avant j'avais une ancienne page qui s'appelait Alex Figurine, et j'ai complètement supprimé, j'ai tout enlevé de Facebook, du coup ça n'existait plus. Et j'ai créé du coup la page AS Miniature, parce que je voulais faire quelque chose... Tu l'as pas créé tout de suite, AS Miniature ? Si, tout de suite. Tu l'as créé quand on a déménagé. Non. T'as gardé Alex Figurine? Non, ah bon, tu l'as créé tout de suite? Tout de suite. Ah d'accord, je croyais j'ai que... tout changé, bah ouais, j'avais peur de me faire retracer. Ah oui, c'est vrai. J'ai tout créé début janvier. Ok. Je crois que j'ai même créé le 14 ou le 15. Et du coup, j'ai tout reposté à 2 jours ou 3 jours d'intervalle, régulièrement sur les groupes, pour que, avec le même style de photo, c'est très important que vous ayez au début en tout cas, un style reconnaissable et par exemple un fond voilà. Toujours sur fond noir par Moi exemple. c'était toujours sur fond noir avec ton logo en bas, etc. Et j'ai posté beaucoup de mes Thousand Sons rouge métallique au début parce que je savais que ça marchait bien ça. Ouais. Avec du coup le socle neige, donc ça faisait vraiment rouge métallique et neige, ça ressortait du lot, c'était reconnaissable. Ouais, c'est vrai. Et c'était donc assez important. Et de faire ça de manière régulière. Surtout que des Thousand Sons rouge métallique 30K. J'en ai une chier. C'est vrai que t'en as beaucoup, ouais. Et je les ai posés 5 par 5. Au moins j'avais du contenu. J'ai fait ça, après j'ai mis mon Eldrake, après j'ai mis du coup les démons, etc. Et j'ai pu tout poster comme ça pendant bien 5 mois. Si tu passes pas toutes tes armées d'un coup, si tu vas mollo, bah tu peux vraiment étaler dans le temps. Et donc j'ai étalé jusqu'à mai. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai les likes qui ont commencé à arriver. À monter petit à petit. Je crois que j'ai eu en mars, fin février, début mars, ma première demande pour un Stormcast peint en bleu au lieu de doré. C'était assez bizarre. Et j'ai eu, du coup, c'était en gros le Startco Stormcast Vanguard. À 3 figurines près, j'ai pas eu les arbalètes.
Et ça, c'était la toute première commande. D'accord. Ouais. Et après, c'est venu tout seul. Petit à petit. Petit à petit, ouais. Parce qu'en fait, du coup, j'ai fait ça. Du coup, il en a parlé à d'autres personnes. Ces personnes sont venues. Et après, j'en suis arrivé à... On a déménagé. J'ai lancé la chaîne YouTube. Et depuis la chaîne YouTube, parce que la chaîne YouTube, pour le coup, ça a vraiment beaucoup aidé. Je vais éternuer. Vas-y. Non, c'est bon. Ah. C'est bon. Ah, ok. Et la chaîne YouTube, pour le coup, ça aide beaucoup en termes de notoriété. Forcément, hein, pour avoir du coup des commandes. Mais ça, c'était qu'en septembre, de toute façon. Ça, j'ai commencé qu'en septembre. Parce que du coup, en janvier, février, on a pris la décision de quitter Aix-en-Provence et de déménager pour se rapprocher de ta famille sur Nice. Et du coup, à partir d'avril, on a fait des travaux pendant longtemps, jusqu'à ce que moi je termine mon stage. Et ensuite, une fois que j'avais terminé, on est parti. Ouais, fin juin. Ouais, le 30 juin. Le 30 juin, on est parti. Et depuis, on habite dans un vieux village. Et depuis, on habite dans un vieux village à la campagne. Tout perdu. Perché sur une colline. Avec la première boutique qui vend des Warhammer à 50 minutes de route. Comment tes proches l'ont pris? Donc dans proches j'inclus moi, donc je te dirai après ce que j'en ai pensé, bon tu le sais évidemment, mais comment l'ont pris tes proches, le fait que tu quittes un CDI et donc une situation stable à 26-27 ans, après des années d'études, enfin 3 années d'études, t'as un diplôme et ça y est, t'as un CDI, comment ça s'est passé, comment tu leur as annoncé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, est-ce qu'ils avaient peur, voilà. Pour le coup, j'ai la chance d'avoir une famille sympa, compréhensive et qui respecte les choix de chacun. Et donc du coup, ils n'étaient pas hyper emballés dans le sens où pas parce que je changeais de truc ou quoi, mais parce qu'ils avaient peur, parce que forcément, ça fait partie des nouveaux métiers entre guillemets. Pour être peintre pro il y a 20 ans, il fallait aller travailler dans une structure comme par exemple à Warhammer World, l'équipe Heavy Metal qui est peintre pro des figurines et qui font ça pas indépendant, ils font ça en 35 heures, je sais pas combien ils sont en Angleterre, mais c'est un taf, voilà. Eux ils sont peintres pro comme t'es prothésiste, comme t'es mécanicien ou ce que tu veux. Ouais, je vois. Et donc du coup là ça fait partie des nouveaux travail de pouvoir être auto-entrepreneur en freelance, du coup peintre pro tout seul. Et donc forcément, ils n'étaient pas emballés par le fait de se dire ils quittent un CDI et pour un truc où on n'est pas sûr, on sait pas comment ça va se passer, ça n'existe pas, il n'y a pas de référence parce qu'ils connaissaient pas d'autres peintres pro. Bah non. Donc, puis même l'univers, ils le connaissaient un peu, mais ils t'avaient vu jouer quand t'étais enfant et ils se disent c'est un jeu pour les enfants et ils se lancent là-dedans. Est-ce que ils connaissaient pas l'univers ils savaient pas qu'il y avait un potentiel. Voilà, ils savaient pas qu'il y avait une vraie communauté derrière, et vraiment un gros truc en fait à exploiter et à faire son. Enfin, il y avait moyen d'avoir des clients et voilà, etc. Donc du coup voilà, et donc ils étaient dans le soutien de l'idée parce que je leur avais expliqué que moi la prothèse, c'était pas possible, que dans 20 ans je me voyais pas faire travailler autant et que c'était que si j'ai resté en prothèse, clairement j'avais pas d'enfant, j'avais rien du tout et je faisais du travail toute ma vie et c'était pas ce que je voulais faire. Non. Et non, c'est pas mon but. C'était pas ce que je voulais non plus. Et donc du coup je leur ai expliqué tout ça, donc je leur ai dit écoute, moi ça c'est ma passion, là oui ça va me faire travailler autant voire plus qu'avant en prothèse peut-être, mais si tout se passe bien ça sera plus le cas après. Et donc je savais pas trop, aujourd'hui encore je sais même pas si ça se passera vraiment comme ça ou pas, mais en tout cas pour l'instant je préfère quand même faire tout ce que je fais aujourd'hui, toutes les heures que je passe sur ça, que sur un autre taf, en fait. T'es plus heureux aujourd'hui que tu l'étais avant. Beaucoup plus, ouais. Et c'est au final ce qui compte le plus. Ouais, je pense que c'est ce qui fait aussi que ta famille l'accepte facilement parce qu'ils t'ont vu. Moi, je l'ai vu encore plus qu'eux parce que j'étais au quotidien avec toi, mais on voit vachement la différence entre quand t'étais dans ton travail, même quand t'étais en alternance. Et aujourd'hui, il y a une différence énorme dans ta façon d'être et ça se voit que t'es beaucoup plus heureux aujourd'hui, quoi. Ah bah, c'est sûr. Je travaille plus, paradoxalement, mais... Tu travailles plus, mais c'est différent. Ouais, c'est pas pareil. Et puis, c'est pas la quantité de travail qui te fatiguait, c'était un tout, en fait. C'était vraiment le côté inéluctable. Ouais, voilà. Tu vois, comme Thanos. Et puis, le côté aussi où tu te dis, si je dois faire ça toute ma vie, à aucun moment je vais pouvoir l'adapter et faire en sorte d'avoir une vie de famille ou quoi que ce soit d'autre.
alors que ton travail aujourd'hui, tu peux toujours l'adapter et changer des choses et t'adapter au fur et à mesure en fait. Et le changement, je sais que t'aimes bien le changement, pas trop, mais de temps en temps. Et c'est agréable de se dire que tu peux, voilà, et puis tu peux adapter comme tu veux en fait, voilà, exactement, tu peux faire ce que tu veux. Et si tu veux tester un truc qui flop, bah, c'est pas grave, tu passes sur autre chose en fait. Exact. Alors que quand c'est pas toi le patron, c'est ton patron qui décide et voilà, tu suis et voilà. C'est vrai que ça c'est un avantage. Et pour le coup, en prothèse, ça aurait pas pu être le cas. Tu peux pas tout changer parce qu'en prothèse, tu vends à des dentistes et tu vends des dents qui ont besoin d'être avec des normes. On fait pas n'importe quoi dans la bouche des gens, quoi. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé le fait d'avoir été prothésiste au niveau de la précision, au niveau de la dextérité, etc. Clairement. C'est incroyable, ça m'a apporté beaucoup. Que ce soit en termes de temps de travail, de façon de travailler. J'ai acquis beaucoup d'automatismes et de trucs en prothèse que j'ai encore aujourd'hui. Façon de travailler, façon de voir le truc, d'aller plus vite pour certaines tâches. Tout ça, j'ai appris ça en prothèse. Et ça reste encore aujourd'hui. Plus tout ce qui est silicone, plâtre, tout ce qui est matériaux, la sculpture, des dents, etc. C'est des heures et des heures à sculpter des dents. Exactement. C'était intéressant quand même comme métier. Parce qu'on sculptait des dents en cire et on les dupliquait après en métal. Ce qui est exactement la technique avec laquelle, avant que les ordinateurs révolutionnent les figurines, on faisait les figurines. Avant, on les faisait comme ça, comme on faisait les dents. Et puis toi, tu avais ton scanner, donc du coup, tu as aussi appris ça. Après, j'ai appris ça, du coup. Vous avez une imprimante 3D, etc. Donc si un jour tu veux essayer ça pour les figurines, bah t'as déjà des bases et tu connais déjà, même si c'est pas exactement pareil d'imprimer des dents et d'imprimer une figurine. Si, c'est exactement pareil. Bah voilà, c'est tout pareil. Donc, il y a juste les sculptures qui changent déjà parce que les bases. Sinon, c'est un peu bizarre de faire une figurine dedans. Mais sinon, c'est exactement pareil. Les procédés sont les mêmes, sauf que pour des figurines comme ça, c'est plus gros les machines que pour des dents comme ça. Clairement. Et du coup, pour revenir sur tes proches, moi je voulais parler rapidement de comment j'avais ressenti la chose. Parce que du coup, ça faisait 3 ans et demi, quelque chose comme ça, qu'on était ensemble, je sais plus trop. Et moi, je suis beaucoup plus jeune que toi. Enfin, beaucoup. On a 6 ans d'écart. 5 ans et demi. 5 ans et demi, ouais. Et j'étais encore en études supérieures. C'était la fin de ma licence. J'étais en licence LEA. Et en fait, on a eu un peu une crise existentielle en même temps. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout heureuse dans ce que je faisais. J'avais un stage génial, avec des responsabilités, tout ce qu'on pourrait rêver d'un stage en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et un CDI à la clé aussi. Et un CDI à la clé tout comme moi. Également. Donc du coup... le prodige, tu sais, qui se barre pour faire autre chose. Et du coup, je me suis dit, non, mince, moi ça me convient pas, donc pareil, je vais changer. Et donc, du coup, en fait, on a eu notre crise existentielle en même temps. Donc, moi, ensuite, j'ai changé d'études. Je suis repartie pour faire d'autres études dans l'immobilier, le droit de l'immobilier. Et pendant que je faisais cette licence, c'est à ce moment-là que, du coup, tu as quitté ton travail et que tu as lancé ton truc. Et en fait, j'ai vu le changement. J'ai vu le changement déjà dans ta façon d'être tous les jours. T'étais plus heureux, t'étais moins fatigué, t'étais moins ronchon. Tu rechignais plus à faire certaines choses que tu rechignais avant parce que t'avais pas le temps et du coup t'avais l'impression de perdre encore plus ton temps quand il fallait aller faire les courses par exemple. T'avais l'impression que tu perdais ton temps alors que t'aurais pu le passer à te reposer. Ou à peindre pour m'améliorer. Ou à peindre, voilà, pour t'améliorer. Et du coup, donc, j'ai vu le changement là. Et je me souviens qu'on avait un peu peur financièrement, mais finalement on s'en est sorti à peu près comme on pouvait. Encore aujourd'hui, on s'en sort comme on peut, mais on s'en sort. Donc, c'est ça, voilà. Et du coup, j'ai vu l'évolution et par contre, à aucun moment, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait, complètement malade. Il lâche un CDI, une situation stable pour se lancer dans un truc complètement farfelu. Non, parce que en fait, j'ai fait la même chose après. Donc du coup, je risquais pas de penser comme ça. Voilà, donc moi je l'ai très bien pris. Un peu peur parce que évidemment même si je connais l'univers et que je sais qu'il y a des gens derrière, qu'il y a des clients, etc., ça fait quand même peur parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas. Mais tout s'est bien passé, donc je suis contente. On n'est pas du genre à rester en CDI, dans les cases.
Non. C'est pas notre truc. On n'aime pas avoir quelqu'un au-dessus. Moi, pendant les 2 stages que j'ai pu faire, j'ai pas du tout aimé avoir quelqu'un au-dessus et pas pouvoir prendre mes propres décisions, travailler de ma manière. Il y avait aussi ça qui me gênait dans le fait d'être prothésiste. C'est que même si t'es patron et tout, tu travailles pour des dentistes. Et beaucoup plus souvent pour des dentistes qu'avec les dentistes. Il y a certains dentistes avec qui tu travailles. Ils te mettent en dessous. Et eux, ils sont très bien. Et beaucoup de dentistes qui se mettent en dessous parce que, voilà, je dois savoir pourquoi. Parce que eux, ils font les opérations, pas nous. Ouais, parce qu'eux, ils ont fait 8 ans d'études. Toi, non, mais... Alors, surtout que la plupart des prothésistes, c'est juste parce qu'ils sont peur du sang. Ouais, c'est rigolo, mais c'est c'est beaucoup comme ça. C'est vrai. D'ailleurs, on voit des trucs dégueux des fois, enfin bref. Et du coup, rares sont les dentistes avec qui tu travailles et pas pour qui tu travailles. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui m'agaçait énormément. Quand des fois tu rentrais le soir, il m'a cassé les pieds. C'était beaucoup plus violent que ça. Oui, c'était plus violent, mais bon. J'en ai insulté beaucoup. Hein. Ouais. Je les insulte encore d'ailleurs, tiens. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type à peu près, comment ça se passe? Donc en sachant qu'aujourd'hui tu fais également des vidéos sur internet autour des Warhammer. Donc comment se passe une journée si on devait te suivre une journée, qu'est-ce que tu ferais? Alors, juste avant, il y a des très bons dentistes aussi. Hein. On en avait des excellents avec qui on travaillait, qui étaient vraiment géniaux et avec qui tu travailles. Et ça, j'en ai connu 2 ou 3 et ils sont très très gentils. Malheureusement, 2 ou 3, c'est pas suffisant pour faire tourner un labo complet. Non, oui, voilà. C'est ça le problème. Alors, du coup, une journée type. Une journée type, en gros, on va se lever le matin, donc entre 8h30 et 9h, parce que je suis pas du genre à me lever à 5h. Hein. J'ai pas lu le bon bouquin pour ça. Non, c'est vrai, ouais. Peut-être un jour on essaiera, hein, mais on n'essaiera pas longtemps, quoi. Ouais, non. Et qui sait. Je suis pas du genre à me lever à 5h. On se découvrira un truc, mais je pense pas non plus. Du coup, je me lève entre 8h30 et 9h, environ, à peu près. Après, je me fais un café, parce que sinon... Très important, le café. Voilà, sinon je fais rien. Je mange, parce que j'ai très très faim le matin aussi. Et là, je réponds direct à des commentaires. Parce que du coup, le côté YouTube, Facebook de ça... C'est surtout YouTube, t'as beaucoup de commentaires. Voilà, les messages privés, t'as plein de messages privés. Sur Instagram. Exact. Sur chaque réseau social, en fait, tout est. Sauf sur YouTube, parce que tu peux pas en avoir. Non, mais t'as les commentaires du coup sur YouTube. Ouais, t'as les commentaires. T'as les commentaires aussi sur les photos que t'as pu poster sur Facebook, sur les partout. partages que t'as pu faire, etc. Donc il faut être actif faut regarder de tout. Partout. Après, moi j'ai mis toutes notifications pour recevoir tout sur la même page, parce que sinon t'es obligé d'aller chercher ton contenu. Alors là, c'est la même. Ouais, là ça tu prend t'y perds parce que t'es sûr que tu vas oublier des trucs. Déjà qu'avec toutes les notifications, des fois ça bug et tu peux pas tout voir, donc du coup, des fois tu réponds pas. Mais alors en plus, si tu dois commencer. J'ai rien fait de bêtises. Non, t'as pas fait de bêtises. Et donc du coup je réponds à tous mes commentaires et tout. Dès que j'ai terminé tout ça, que j'ai terminé mon goûter, mon petit déj, là je vais peindre pour les commandes. Donc je peins tous les matins du coup tu peins pour les commandes. Dès que je peux, il y a des matins où je suis obligé de les sauter. Ouais, genre ce matin on a tourné une vidéo et cet après-midi encore. Ça va être les journées types, elles sont bien, hein, c'est des journées types, mais ça se passe très rarement comme ça. Parce qu'en fait, si j'avais mes journées types, j'ai fait une vidéo qui décrit exactement ma journée type. Mais si cette journée type se passait exactement tout le temps comme ça, j'aurais pas besoin de rattraper le travail le samedi et le dimanche parce que je travaillerais assez. Mais si je rattrape le travail le samedi et le dimanche, c'est parce que tu peux pas faire ça tout le temps. Voilà, il faut des fois il te manque un pot de peinture, tu l'avais pas vu, tu l'avais pas prédit. Puis on habite loin. Tu tapes 1 heure de route, aller 1 heure retour pour aller chercher ton truc. Du coup, t'as niqué 2 heures dans ta journée, t'es pas bien. En plus, quand tu reviens, en général, t'as forcément croisé des cons sur la route, un truc comme ça. Enfin, t'es énervé, t'as pas envie de peindre tout de suite. Parce que c'est quand même une activité où il faut être calme, donc tu peux pas... Oui, voilà. Il vaut mieux, parce que si t'es énervé... Comme ça, tu peux pas peindre du tout, ça marche pas. Non. Donc voilà, donc du coup tu vas faire autre chose dans ces cas-là. Il y a les jours où ton ordinateur il a planté la veille ça arrive, à cause d'une belle mise à jour Windows. Hein mon petit c'est bien, tu fais des mises à jour, hein. Et que du coup tu peux pas faire ton montage alors que tu devais le faire. Donc du coup, après là, quand c'est comme ça, c'est de l'adaptation, il y a beaucoup d'adaptation. Quand mon ordinateur il me met mise à jour Windows, je sais qu'il en a pour 3 heures. Mais tu descends pas. Voilà, je descends pas. J'attends pas comme un con devant en mode allez, marche. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Là, ça serait vraiment de la perte de temps. Voilà. Et donc, du coup, il y a des fois, tu peux avoir des journées sur le montage parce que il a fait une mise à jour ou qu'il a planté ou que tes rushs sont corrompus. Ça arrive aussi, ce genre de truc, tu dois tout retourner. Ou alors qu'il fait trop chaud. La dernière fois, il s'est éteint parce qu'il a fait trop chaud. En plein tournage, merci quoi. Et donc, il arrive des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai trop peur que c'était. Ah, tu crois? Je sais pas. Non, ça va, il est pas trop chaud. Ouais, mais il est pas trop chaud. Il a déjà été plus chaud que ça. Et donc du coup il y a tout ça et il faut que tu ailles faire les courses aussi parce que si on va pas acheter à manger on mange pas.
Hein, la bouffe elle arrive pas par la fenêtre. Ouais, puis ça prend un peu de temps t'as parce qu'on n'est pas forcément t'as à côté du voilà, truc. après de temps en temps le week-end On va voir nos familles aussi. t'as la famille, t'as des anniversaires, des trucs comme ça, et donc quand tu vas le week-end tu sais que tu pourras pas rattraper ton travail, donc t'essayes de maximiser le tout, tu vois, tu te dis bon si je dois faire les courses et acheter la voiture, je vais essayer de faire tout d'un coup, mais ça prend plus de temps, et donc du coup de fil en aiguille c'est compliqué, mais donc je peux jamais faire une journée type telle que je l'ai décrit dans la vidéo, enfin si ça arrive, ouais, mais pas souvent, voilà, c'est rare quoi. Si ça arrive 2 fois par semaine c'est beaucoup. Ouais, puis parfois tu fais beaucoup de montage la journée et t'as très mal aux yeux. Ouais, voilà. Tu peins beaucoup et t'as mal aux yeux, et du coup t'as deux métiers qui font que, enfin deux métiers, YouTube et la peinture, qui utilisent énormément tes yeux, et du coup ça, c'est compliqué, si t'as mal à la tête ou que t'as mal aux yeux, tu peux pas forcer et t'exploser la vue, ça sert à rien quoi. Donc du coup parfois il faut passer à autre chose quoi. C'est ça. Donc du coup j'essaie d'écrire ou de faire d'autres choses. Il faut gérer les aléas au quotidien dès qu'ils arrivent et trouver une solution. Du coup dans les journaux types, du coup je me réveille, je fais des commentaires, je vais peindre, je mange. Je fais du travail pour la chaîne YouTube, donc que ce soit de l'écriture, du tournage, du montage, de l'étalonnage de son ou quoi que ce soit, ou même tester je passe des fois des journées entières à tester des trucs. Là, pour pouvoir faire ce podcast, par exemple, ça m'a pris 2 jours pour apprendre à me servir des micros, à télécharger les bonnes applications, etc. Voilà. Et ça m'a pris 2 jours complets, quoi. 2 jours où du coup, au final, tu ne produis rien. Mais c'est des jours d'investissement pour la suite. Et ça, c'est important. Et après, il y a goûté à 18h, très important. Oui. Première à 19h30 pour les jours de sortie vidéo. Et après, là, c'est temps libre de travail, entre guillemets. Donc, c'est soit du montage si je suis en retard, voilà. Soit je vais peindre autant que je peux, quoi. Et ça, c'est compliqué. Et après, on mange vers 21h30, 22. Et après, là, c'est tranquille. On va se coucher sauf dans les pires des cas où je peins jusqu'à 3h. Ça arrive aussi, ouais. Ça arrive de temps en temps, mais pas souvent. Ou même du montage jusqu'à tard. Il y a 3 jours encore, t'as fait du montage jusqu'à 2h30. Ouais, ça arrive. Donc il faut gérer les aléas. Après, ça, c'est le côté de 2 casquettes. Oui, voilà. Le côté c'est parce de vouloir que t'as 2 switcher casquettes aussi. le peintre pro à YouTube. Ouais. Du coup, on va parler argent. Financièrement, est-ce que tu as vu une évolution ? Comment ça s'est passé ? Comment tu as géré tout ça ? Et est-ce que tu t'en sors aujourd'hui ? Alors du coup, je suis parti de Pôle emploi avec plein pognon. Tout est passé dans les travaux ? C'est ça le problème. Donc moi, j'avais droit à 12 000 balles au total. Donc j'ai eu 2 fois 6 000. Quand on est venu ici, on a fait des travaux qui nous ont coûté des sous. On a dû faire un petit prêt. Heureusement, on a de la chance, on connaît quelqu'un qui nous a filé de l'argent. Et du coup, c'est pas la banque, puisque la banque, de toute façon, ils nous ont dit non, en fait. La banque, ils m'ont dit non, ouais. À 3 semaines près. Parce que quand tu crées une entreprise, il faut attendre 3 ans, on te demande un crédit. Donc tant pis. Ouais. Je leur ai demandé quand j'avais mon CDI, sans leur dire que je partais, c'était bon. Mais donc, du coup, on a premièrement pas les intérêts, et deuxièmement, pas d'obligation de remboursement rapide tous les mois. Voilà. Ce qui était vraiment pas mal, sinon on n'aurait pas fait de travaux, je pense. Non, je pense pas, ouais. Parce que si on avait été obligé de rembourser, on aurait fait dans les chambres, je pense. Ouais, on aurait juste repeint les murs. Et dans mon bureau, et mis de la tapisserie, et voilà. On n'aurait pas changé la salle de bain, on n'aurait pas refait la cuisine. C'est vrai qu'on a déplacé la cuisine aussi. On a fait beaucoup de taf. C'est vrai, au final, quand on y pense. Et du coup, là, ça m'a vraiment plombé le budget, mais il restait de quoi vivre pendant 6 bons mois. Mais après, on vit avec pas beaucoup d'argent. Non, oui, on vit avec moins de 400 balles par mois. Voilà. Donc, tout ce qui est fourniture, manger quoi. Manger, électricité, eau, assurance voiture, tout ça, avec internet et tout, on vit avec moins de 400 balles par mois. Ce qui fait qu'on mange pas mal de pâtes. Mais après, c'est bon les pâtes. Moi j'adore les pâtes. On varie un peu, on prend des spaghettis, c'est ça. Après, maintenant ça va mieux, et avant ça allait mieux, mais à un moment on a eu un passage très très dur. C'est le moment en fait où j'ai lancé la chaîne YouTube du coup en septembre, parce que là du coup j'ai beaucoup moins. Déjà on a fait les travaux, donc j'avais pas fait pendant 2 mois on a fait les travaux, donc pendant 2 mois j'ai pas touché une figurine. Donc pas de revenus. Pas de revenus du tout. Et ensuite t'as lancé la chaîne. Et là je devais repartir en fait et repeindre toutes mes figurines. D'ailleurs la grosse commande que j'ai depuis 1 an, elle serait largement terminée si j'avais pas fait la chaîne YouTube. Oui bien sûr, mais ils vont vouloir de dire ça. Ouais, mais après c'est aussi ça qui fait que t'es plus connu et que t'enchaînes, et c'est... Parce que c'était pas pour moi que peintre pro, c'était pas possible. C'était trop restrictif pour moi. J'aurais pas supporté. Moi j'ai besoin de faire plein de choses, d'avoir plein de projets. Voilà. Sinon ça marche pas. Ça se voit même dans les vidéos, tu fais beaucoup de nouvelles choses. Ah ouais, tout le temps. Dès que je plein peux, de choses différentes, des tutos peinture, des rapports de bataille, là maintenant des podcasts. Il y a toujours quelque chose de nouveau, et t'aimes bien te renouveler et faire plein de choses. Je marche au projet moi. Ouais.
Et donc du coup, à partir de là, il y a eu un gros goulot d'étranglement, parce que du coup, le goulot d'étranglement au niveau du budget. Donc on avait plus de sous avant, on a fait les travaux, on a pas mal dépensé. On aurait peut-être pas dû dépenser autant, mais tant pis. Et du coup on arrive, on avait encore assez pour vivre 6 mois, mais on a dû étaler ça, parce que du coup au début de la chaîne YouTube tu gagnes rien. Pour faire des sous avec les vues, qui sont vraiment pas énormes, hein, mais c'est déjà ça. Pas énorme, ça reste quelque chose, mieux que zéro. Il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, donc du coup ça je les ai eu que en décembre, donc j'ai pas eu avant. Oui, c'est vrai que tu les as eu que en décembre. Les liens Amazon affiliés, en décembre, je les ai mis en décembre aussi, parce qu'avant je savais pas que ça existait. Et surtout de toute façon ça aurait pas marché, parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Parce que quand tu vois que le premier mois il m'a rapporté pas grand chose quoi. Vraiment pas grand chose du tout. Même pas. Un peu moins. Peut-être 13. Ouais, je crois. Voilà, donc pas grand chose. Et après Patreon que j'ai créé du coup il y a un mois et demi. Non, il y a 10 semaines. Il y a 10 semaines ? J'ai fait 10 envers du décor. Un par semaine. Mais t'as pas commencé tout de suite, je crois. J'ai commencé au bout d'une semaine. Donc ça de faire 10-12 semaines. Et donc du coup, à ce moment-là en fait, où de septembre à décembre, j'ai peint comme je peins maintenant, au même rythme. Donc du coup, j'ai envoyé 2 commandes. Ça m'a apporté à peu près 1000 et quelques euros, je crois, 1100. Un petit peu plus. 1200 peut-être, ouais. Parce qu'il y a eu la commande des nains. Ouais, c'est ça, mais après il y a l'URSSAF qui s'est ramené. Ah oui, bah oui, évidemment. L'URSSAF il t'arrache dès que tu gagnes des sous. Ouais. Et donc du coup, alors que pourtant je suis encore j'étais encore en première année de t'as des taux réduits. Voilà, j'ai des taux extrêmement réduits, mais comme ils se sont dit que tout le monde payait pas assez de trucs, ils ont changé. Donc cette année, je suis passé je suis à cette année au taux où j'aurais dû être l'année prochaine. Mais bon, ma foi, c'est la vie, de toute façon, tu peux rien. Oui, voilà, et donc du coup, j'ai gagné un peu de sous, donc on a rentré un tout petit peu moins de 1000 euros dans le truc. Donc heureusement, ça a pu faire ça, mais un tout petit peu moins de 1000 euros, donc sur septembre, octobre, novembre et décembre. Donc c'était un peu just. Il a fallu serrer la ceinture. Voilà, donc là on a eu... elle gagnait rien du tout. Je ne gagne toujours rien. Ah si, maintenant tu gagnes des sous. Mais avant elle gagnait rien du tout, donc on était à 2 sur 900 balles plus ce qui restait du chômage d'avant, dont on avait déjà beaucoup dépensé pour les travaux. Et donc du coup là ça a été la... Ah oui, pas d'aide, on a droit à rien du tout. Parce qu'en plus on a changé de département, donc on a changé de CAF. Donc ils nous ont dit ouais on va filer des sous, mais il y a eu 6 mois de retard. Il y a eu 6 mois de... En fait il y a 6 mois de trou dans notre... Ouais, et ils ont juste disparu au final, parce qu'en fait ils ont dit finalement vous avez droit à rien. D'habitude t'as un gros virement, enfin moi ça m'avait déjà fait ça 2 fois, et j'avais eu une régularisation avec 2 trucs. Là ils ont dit non. Là ils ont dit non, pas le droit. Bon tant pis, c'est pas grave. Donc tant pis. Et sachant qu'aujourd'hui je gagne la même chose et que j'ai le droit, mais bon on va savoir pourquoi. Ouais bon après. Et donc du coup là on a eu vraiment une période très très dure où je crois qu'on n'a pas touché un bout de viande pendant 2 mois, parce que c'est trop cher. On a bouffé à peine de légumes, mais on a bouffé masse de pâtes. Ouais. Mais voilà, après, ouais, c'était long. C'était long parce que ça se ressemblait. Et puis parce que tu travaillais beaucoup. C'est ça, tu travailles beaucoup. Tous les jours se ressemblent, et même les repas se ressemblent. Ouais. On sortait plus. Il n'y a rien de plus qu'avant en fait. Tu gagnais pas plus d'argent. On n'avait pas un pesos pour sortir, donc on sortait jamais. C'était très long en fait. C'était très très long, c'était ça. Mais on n'arrêtait pas de se dire. Il faut aller jusqu'au bout, parce que si on n'essaye pas jusqu'au bout, on va le regretter. Bah oui, complètement. Et là, du coup, ça commence à redémarrer. Donc là, c'est pas la folie folle. Aujourd'hui, on est le 7 juillet 2020. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo en 2022, c'est trop jamais. Voilà. On fera des updates. Abonnez-vous à la chaîne pour des updates. Exact. Mais là, aujourd'hui, c'est pas la folie folle. En tout cas, c'est très loin de ce que je pouvais faire quand j'étais prothésiste dentaire. Ce qui est le plus dur, c'est de pas acheter de figurines. Ça, c'est compliqué. Ouais. La dernière figurine que j'ai achetée, la dernière boîte de figurines que j'ai achetée, du coup, elle est juste là derrière. Et je suis pas le plus fier, mais j'ai dû demander à ma mère quoi pour l'avoir. J'ai appelé maman et j'ai dit tu sais, Gazgul il s'appelle, il a juste de ressortir, ça serait quand même dommage de le rater. C'est toujours pas ressorti en figurine individuelle à l'heure où je parle, et je savais qu'il ressortirait pas tout de suite, et surtout j'avais envie d'avoir la boîte, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait mon achat compulsif. Parce qu'avant j'étais acheteur compulsif très fort, maintenant j'ai dû forcément me restreindre. Bah oui, bien sûr. Voilà, mais bon, c'est la vie. Et donc du coup, j'ai carrément dû appeler ma mère quoi. Donc bon, à 28 ans, t'appelles ta mère pour acheter des figurines. Bah ça arrive, c'est pas très grave. C'est ma maman, hein. Oui. Elle est là pour ça. Non mais voilà. Coucou la maman d'Alex.
Non, mais du coup, voilà. Mais après, c'était le plus dur. Mais là, du coup, ça commence à remonter. Et maintenant, les revenus générés par la chaîne, donc j'inclus les vues, le Patreon, Amazon. Il manque un truc. Non. Ah non. C'est tout. C'est déjà pas mal. Oui. Donc, les vues YouTube, donc ce que me donne YouTube, avec les dons dans les lives et tout ça, ça rentre là-dedans. Les revenus Amazon, donc à chaque fois que vous passez sur un lien qui est en description, achète plein de trucs. Je récupère des sous. Et vous ne payez rien de plus. Et vous payez rien de plus, bien sûr, bien évidemment. Et Patreon, le lien est dans la description. Il faut pledger. Et Patreon, du coup, me rapporte assez de sous pour qu'on puisse vivre, manger exactement comme avant dans le goulot d'étranglement, donc sans beaucoup de viande et tout ça. Mais on peut tout payer, toutes les factures qu'on doit payer et manger avec ces revenus-là. Et donc du coup il me reste les revenus de peinture parce que je peins quand même à côté, même si je peins beaucoup moins que ce que je devrais en tant que peintre pro si j'étais peintre pro seulement. Mais avec tout ça on peut vivre bien. Ouais. Donc après ces sous là j'ai mis un petit morceau de côté, j'en prends un peu, les sous des commandes, j'en prends un peu pour qu'on mange mieux parce que j'en avais un peu marre de manger des pâtes. Et le reste de côté au cas où il y a un... Et le reste de côté au cas où il y a un... On a des sous de côté qu'on a gardé du reste de chômage, on a 1000 et quelques, 1100 je crois, qui sont d'avance, de prévu, mais qu'il faut absolument pas toucher. Absolue. Voilà, parce que demain, la voiture, il y a la courroie de distribution qui pète par exemple, ça coûte 600 ou 700 balles je crois. Ouais. Et ben on peut pas la changer. On vient de la refaire, donc du coup ça va. Bon, ça va. Ah oui, avant que je parte, ouais, c'est vrai, avant qu'on parte d'Aix. Oui. Mais c'est ton père qui a payé. Oui, c'est mon papa qui... Voilà. Mais par contre, il faut changer les pneus. Voilà, il faut changer les pneus. Mais demain, on a un problème sur la voiture ou un truc comme ça. On peut pas le changer avec le revenu qu'on a, donc on est obligé d'avoir un filet de sécurité voilà. Un peu pour... Ça on les a gardés parce qu'on aurait pu le dépenser quand on mangeait que des pâtes, mais il faut pas parce que si on a le moindre gros problème... Oui, genre je sais pas moi, le frigo qui claque, voilà, un dégât des eaux... un truc important un gros dégât des eaux, parce qu'on en a déjà un, mais un gros dégât des eaux... Voilà, il faut avoir des sous de côté, c'est très important de pouvoir avoir au moins 1000 euros, il faut je pense. Minimum. Ouais, ça serait bien d'avoir plus. Ouais. Mais ça c'est mon côté économe qui... Là, on est dans la merde. Ouais, si le cumulus en bas il éclate, ben on a plus d'eau chaude, tant pis. Hein. On a pas le même moment. Non mais voilà, donc on a un peu sous de côté, mais on les touche pas. Et donc avec les sous de revenus peinture, j'en prends un peu pour qu'on mange mieux. Et le reste, je le mets de côté depuis ça marche. On vit, on peut survivre. On survit avec les revenus de la chaîne depuis février et on vit avec le revenu de la chaîne, donc déjà on peut acheter un tout petit peu plus de bouffe un peu plus diversifiée depuis que j'ai lancé le Patreon en fait, ce qui est très vite monté à 100 euros par mois et c'était un peu ce qui nous manquait c'est vrai, ouais, voilà. Parce que 100 euros quand t'as pas de sous ça fait la diff hein. Ça fait une grosse différence. Avant ça me faisait ni chaud ni froid 100 balles quand j'étais prothésiste dentaire, c'était je me souviens. Rien à foutre. Puis, du coup, et maintenant ça fait vraiment la diff. C'est rigolo. Et du coup, là, moi, depuis juin, j'ai lancé ma campagne de financement participatif pour mes bougies qui a fonctionné, voilà. Donc, j'ai vendu déjà quasiment 200 bougies. Et du coup, maintenant, là, je prépare la boutique et donc après, je vais aussi avoir des revenus. Donc, du coup, ce sera un peu plus facile d'en vivre et ce sera un peu moins stressant dans le sens où... si t'as pas de commande ou si t'as pas le temps ou si tu dois décaler un truc, ce sera pas grave, on va pas mourir de faim. Ouais, ça c'est important. Ça. Et ensuite petit à petit, on aura un filet de sécurité plus grand et surtout tu pourras recommencer à t'acheter des figurines avec l'argent que tu gagnes pour toi. Ça Voilà. sera bien ça. J'ai hâte un peu. Parce que là j'ai économisé plein de sous. Enfin plein de sous. En fait, une boîte Indomitus qui devrait normalement sortir le lendemain du jour où vous allez voir cette vidéo. Sauf si vous êtes un Patreon, parce que vous avez une semaine d'avance. La vidéo une semaine d'avance. Ok, du coup, on repart un peu sur la peinture. Comment tu gères le fait de peindre une figurine? Donc, tu t'investis. Avec mes mains en général. Avec tes mains. Comment tu fais pour ensuite renvoyer la figurine et pas être triste ou déçu? Mais non, mais oui, j'ai compris. Comment ça se fait que t'es pas triste et déçu? Moi, par exemple, quand je peins une figurine, je suis tellement fière que la dernière que j'ai peinte, elle est dans le même télé, je la regarde tous les jours. Donc comment tu fais pour renvoyer la figurine? Déjà, je prends toujours des photos, donc j'aurai toujours un souvenir. Ouais. Et j'ai remarqué que souvent, en fait, à part les figurines qui sont là-bas dans la vitrine, j'en ai pas mal qui sont peintes, donc je suis assez fier, pas
oufement fiers, mais assez fiers, et qui sont en mallette, et que j'ouvre que pour aller faire un tournoi, quoi. Et donc du coup, celles-là, je les regarde plus souvent en photo. Et donc j'imagine un peu ça comme ça. Comme si elles étaient dans des mallettes. Voilà. Et que... Sauf que la mallette, je la vois plus jamais. Mais, oui, mais t'as les photos, donc du coup tu peux t'en souvenir. Il y a ce côté-là où... c'est vrai, la peinture aussi, ça reste un kiff au moment où tu le fais. Oui, au moment où tu le termines, t'es content d'avoir terminé ton truc. C'est ça, voilà. Mais ensuite, c'est terminé, quoi. C'est ça. Et surtout, t'es très content de l'avoir fini, mais tu la regardes rarement, très souvent. Et puis, en général, du coup, je les ai quelques jours avant de la revoyer ou quoi. Oui. Et donc, je les regarde un peu, j'en profite, tu vois. Oui, mais, tu les mets dans la vitrine en attendant qu'elles repartent et t'en profites un peu. Mais du coup, j'aborde quand même le truc différemment. Parce que, en plus, les 3/4 du temps, j'ai un schéma de couleur imposé. Oui. Et des fois, c'est clairement pas ce que j'aurais fait. Là, par exemple, la commande T'es mort. Ça, schéma de couleur imposé, et personnellement, j'aurais jamais fait un truc pareil. Déjà, j'aurais pas eu l'idée, parce que l'idée elle est top, mais voilà, j'aurais pas eu l'idée. C'est un truc un peu complexe, et puis c'est pour 9ème âge, donc c'est un peu différent aussi. Et j'y joue pas, et donc c'est pas pareil, etc. Donc j'aurais jamais pu faire un truc pareil, mais du coup, j'aurais pas eu l'idée, donc forcément, c'est son bébé, dans le sens où l'idée est jamais dans sa tête, et c'est pas le mien. Moi, là, pour le coup, je fais que l'exécuter. Après, c'est sûr que quand je vois, par exemple, c'était la Black Coach, j'en ai déjà fait 2. La première que j'ai fait en commande, c'était moi je pars sur le schéma Games pour mon armée Night Hunt, et du coup on m'a demandé de la peindre exactement comme ça, donc là j'avais l'impression vraiment de faire la tienne, mienne, tu vois, donc là j'étais un peu frustré parce que surtout que je la voulais, que j'ai pas pu l'acheter, que je l'ai toujours pas acheté, et du coup je l'ai pas pu la peindre, donc non seulement je l'ai reçue, je l'ai vue, je l'ai montée, je l'ai peinte, elle est repartie, tu vois, et là c'était un peu dur, mais c'est rare après. Il y a aussi une autre figurine qui m'avait fait ça, c'était Kéros, mais Kéros j'avais de la chance parce qu'on m'a demandé de le peindre avec le schéma le même que le mien, du coup le schéma Games, parce que je l'ai peint en schéma Games, c'est un personnage nommé, je l'ai peint comme il faut, et là je l'ai peint du coup en double, j'ai peint exactement les deux en même temps. Le tien et celui de la commande. C'est ça. Et du coup quand il est reparti, t'avais encore le tien, donc voilà. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Et donc ça dépend des trucs. Après la première commande de Stormcast que j'ai vue par exemple, non, je m'en foutais parce que c'était pas mon schéma d'armée. C'était un schéma différent. C'était bleu, donc c'était pas comme je voulais. Donc je m'en foutais. Pas. C'était sympathique à peindre en plus. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a souvent ça aussi. Par exemple, j'ai eu aussi Marnius Calgar à faire. Je n'ai fait un tuto sur la chaîne. Je joue pas Ultra. Je voulais pas jouer Ultra. Mais j'avais envie de le peindre lui parce que je le trouvais joli. Et du coup, t'as pu le peindre. Et voilà. Et là, j'étais content. Des fois, là, t'arrives. Aussi, voilà. Parce que du coup, des fois, tu peux prendre ton kiff sur quelque chose alors que tu l'aurais pas fait en temps normal, tu vois. Et puis peut-être que aussi c'est une façon d'apprendre à le peindre une première fois, et si un jour tu veux le faire pour toi, tu vas dire finalement je vais peut-être peindre ça différemment, ou je me souviens que telle partie c'était un peu difficile, donc je vais l'aborder différemment aussi peut-être. Après non, ça va parce que avec l'expérience avant, voilà. Maintenant quand je déballe un truc, quand je regarde la notice de montage, je vois les étapes qu'il faut faire, je vois ce qu'il faut coller ou non, voilà, ça vient. Oui, parce que moi quand je peins un Space Marine, ça vient que... je le vois différemment, je me dis ok, la dernière fois j'ai galéré à faire ça, je vais le faire différemment. Donc toi c'est pas clairement, du tout ça. Ça clairement ça ne s'apprend pas, ça vient c'est de l'expérience quoi. Avec le temps, voilà, tu peux pas faire autrement. D'accord. À moins que tu t'arraches le cerveau à chaque fois que tu montes une figurine. Moi un petit peu, mais à moins que tu fasses ça, tu t'apprendras ça avec le temps, quoi. Ok. Moi ça a mis plusieurs années à venir. Et du coup, comment ça se passe une commande? Comment on te... Enfin, on t'envoie un message, on passe une commande, qu'est-ce qui se passe? On reçoit un devis, comment on envoie les figurines, combien de temps, qu'est-ce qui se passe, etc. Oui, bah oui. C'est bien ça. Je vais pouvoir pinguer la réponse et la mettre. Alors, les commandes, donc en général, on a un message. Les messages... Facebook en général? Quasiment toujours sur Facebook. Okay. Très rarement sur Instagram, mais vraiment beaucoup sur Facebook. Et les messages, c'est quasiment toujours pareil, c'est « Salut, comment ça va, Nina combien tu prends pour peindre Mortarion ?» On va dire Mortarion. Et point. D'interrogation. D'accord. Comment tu fais pour définir tes prix? Et ben voilà, là en fait à chaque fois du coup je suis cruellement en manque d'informations. Oui, parce un petit peu, oui. Mortarion, je pourrais le peindre pour 100 balles si je le fais à 3 couleurs pour quelqu'un qui veut faire un tournoi qui s'en fiche. Puis il veut juste qu'il y ait de la peinture dessus, il a pas le temps. Il dit tu me peins les ailes en bleu, tu me peins l'armure en vert et la cape en rouge, ça sera très bien. Mon tournoi c'est 3 couleurs, il y a vraiment des tournois où c'est 3 couleurs, tu pointes avec un truc dégueulasse à 3 couleurs, c'est pas grave. Tu vois, et le truc ça me prend 4 heures à faire,
limite je passe plus de temps à aller à la poste que à le peindre. Oui, et là, donc là tu prends pour 80 €, tu t'en fous quoi, genre même là je gagne plein d'argent, tu vois. Okay. Donc il y en a vraiment qui des fois veulent des trucs dégueux. Enfin dégueu, simple. Moi je trouve que c'est dégueu. Oui, pour toi c'est extrêmement simple. Mais parce que voilà, non, des fois c'est tellement simple que c'est dégueu. Il faut le dire, tu vois, je suis désolé. Et mais en général, ouais, ne faites pas ça. En général, ils sont pas contents parce que du coup ça fait trop cher à payer pour ce qu'ils veulent. Bien sûr. Et à ce prix-là, vous achetez un aéro. Et vous le faites vous-même, bien sûr. Voilà. Parce qu'il faut prendre en compte qu'il n'y a pas que il y a le prix de la peinture, mais il y a aussi le temps horaire. C'est ça, à peu près, tu fixes le temps horaire. Et surtout derrière un taux horaire, il y a des impôts, il y a plein de trucs, voilà, c'est ça. Il y a et donc, plein de choses. Donc, on me dit salut, combien pour mon Mortarion? Bah là du coup moi ça va de ça, donc 80 à si tu veux que je le fasse au max de mes capacités, je vais mettre quoi, un mois à le peindre, et donc du coup là il faut me faire un mois complet, tu vois, par exemple. Donc après un mois pas un mois de peintre pro qui travaille 8 heures par jour sur ça, mais moi si tu me prends un mois complet, du coup ça va te coûter au moins 500 balles. Et donc tu me dis, en plus la figurine est grosse, il y a beaucoup de détails, ça dépend à quel point il veut un détail. Le schéma de couleur aussi, il y en a certains qui sont peut-être plus faciles que d'autres. Parce que quand on te demande juste salut, combien vaut Morty, bah tu sais pas. Tu vois, tu sais pas s'il parle du schéma standard ou machin. Du coup, tu lui demandes le schéma, tu lui demandes. Du coup, à chaque fois, je repose plein de questions. C'est ça, voilà. Il faut le schéma de couleur, il faut le niveau de peinture. Alors là, le mieux, c'est d'avoir des photos de référence. Parce qu'au moins, parce que tabletop plus. Personne n'a la même définition en fait. Ça veut rien dire. Voilà. Ça veut tout dire et rien dire. Okay. Après, je m'en sers un petit peu, entre guillemets, parce qu'il y a une notion tacite générale du truc. Mais si tu vas voir un peintre pro que tu lui dis bonjour, je veux du tabletop plus et que t'es pas content du résultat, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si t'as pas précisé que ça devait être comme ça, ou que tu donnais une photo référence. Les photos références c'est le mieux, parce que c'est pratique. Mon tabletop plus c'est pas le tabletop plus de Salaise ou du TIFF ou de n'importe qui. Il n'y a pas de définition universelle. Voilà, tabletop plus c'est subjectif. La peinture c'est subjectif. Bien sûr, la peinture donc, déjà. Tu peux pas avoir un truc universel sur un truc subjectif. Et donc le mieux c'est d'avoir une photo référence. En plus il y a des styles différents, ceux qui éclaircissent jusqu'au blanc et ceux qui assombrissent par le noir, tu vois. Oui, voilà. Par exemple. Moi j'ai un style très différent de ceux qui éclaircissent jusqu'au blanc, parce que j'éclaircis jamais jusqu'au blanc. Je déteste même ça. Selon la figurine aussi ça peut être différent. Il y a des figurines qui ont énormément de détails, des figurines qui ont beaucoup moins de détails, mais qui sont grosses quand même, ou qui sont toutes petites, etc. Tu prends moins presque. Si c'est monté aussi ou non monté, parce que c'est parfois plus facile de peindre non monté, et si c'est monté ça prend plus de temps. Par exemple une Black Coach, tu me la donnes non montée, tout monté, j'accepte pas. Ah ouais, c'est je suis même pas envie de me prendre la tête. Ah ouais, d'accord. Non, parce que tu peux pas peindre le cercueil derrière, tu peux rien faire. Ah oui. C'est trop la merde, tu peux pas accéder aux chaînes sous le cercueil, tu peux pas accéder aux chevaux, aux trucs qui entre eux, tu peux rien faire. C'est horriblement chiant, c'est impossible même de la peindre. Si c'est possible, mais ça sera moche. Donc du coup, tu demandes plein d'informations. Donc plein d'infos, on me donne toutes les infos, et là après... Tu fais un devis. Ouais, je fais un devis, et là j'estime en fait le temps qu'il va me falloir pour peindre la figurine en question. Au niveau demandé. Voilà, c'est ça. Alors en général, je me trompe rarement. Quand je me trompe, c'est à plus ou moins 2 heures grand max. Et après, là-dessus, j'applique un taux horaire. Moi, je travaille à 15 ou 16 euros, ça dépend des mois, horaire. Donc, voilà. Là, après, je prends... si, par exemple, je dis, ça me fera 10 heures de taf, ça fera 150, 160, 155. Voilà, on coupe le pot en deux. Et c'est comme ça que je fais mes prix. D'accord. Ok. Et donc une fois que c'est fait, on t'envoie la figurine ? Alors une fois que c'est bon, c'est Est-ce que tu proposes accepté. De l'acheter toi-même peut-être si... Voilà, là je propose... là on s'arrange, en fait ça dépend. La plupart du temps ils ont les figues, ils ont les boîtes chez eux. Et voilà. ils te les envoient. Voilà. Ouais. De temps en temps ils les commandent ils les font livrer chez moi. Et sinon, parce que pour éviter les frais de port ou quoi, quand c'est pas offert, parce que Games c'est 50 euros le frais de port, c'est bon. Mais si tu achètes une boîte plus petite à 20 voilà, euros, c'est ça, si tu veux. Donc dans ça ces sert à cas-là, rien. tu proposes de l'acheter toi. Voilà, moi en général. En même temps qu'une autre commande ouais. toi. Non, ça, quand je peux. Ouais, ou tu groupes plusieurs choses. En général, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines max, on va justement à la boutique qui revend des figues pour acheter des peintures, ce genre de trucs. Oui. Parce qu'il et donc du coup, on peut passer prendre. On finit toujours par perdre un pot ou un truc comme ça, et donc du coup, on prend les figues à ce moment-là. Donc ça c'est possible aussi. Il faut juste bien évidemment me filer les sous en avance, parce que je peux pas me permettre d'avancer. Ça dépend, si c'est un personnage à 25 balles, ça va. Oui, ça va, mais s'il faut que j'avance un Mortarion... Ouais, voilà, à 110... 125. 125, 120, je sais plus. 120, je sais pas.
110, ouais, peut-être 110. Bon, enfin, demain, il y en a un qui me dit Smog, tu me l'avances? Oui, non, ouais. Clairement, non. Ouais. Voilà, tu vois, il y a des choses à faire. Mais donc, du coup, on s'arrange. Tu reçois, tu peins. Je prends la figue, je la monte s'il fallait la monter. Ouais, sinon, je la peins. Je la peins. Là, donc, j'envoie des photos. Si c'était compliqué, s'il y avait débat sur le schéma ou des trucs qui n'étaient pas sûrs. En général, tu renvoies des messages. J'envoie des messages, pour, voilà. Des précisions. Bah, en fait, ça dépend. Si on me dit, je veux comme le truc de Games, là, avec ce niveau et t'as une photo référence, ouais. là, tu peux ne plus lui parler jusqu'à la fin, c'est pas grave. Parce que du coup, tu fais exactement ce que tu as demandé. Voilà. Il faut. La cross-commande, là, on se parle régulièrement. En fait, dès que je peins un truc, si j'ai une question, bah, j'envoie un message. Tu vois. Et là, j'arrête net d'ailleurs de peindre. Oui, bah oui, jusqu'à ce qu'il réponde pour être sûr que tu fasses ce dont il a parce que lui, envie. Il a un projet très précis et très concret. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça va faire un army zone parade et tout. Donc là, j'ai pas le droit à l'erreur du tout. Oui. Mais quand on me dit, genre la commande des nains par exemple, c'était Fire Slayer. Je les veux de ce niveau-là avec une photo référence, comme sur la boîte de game, c'est les mêmes couleurs. Ok, donc du coup, là, t'es tranquille. Parce que du coup, bah ouais, là, exactement comment peindre telle chose. Tu sais les couleurs et tout, t'as tout qui est dispo, tu peux faire exactement la même chose avec le même niveau, sans souci. Et là, du coup, en général, quand c'est comme ça, bah, du coup, c'est coucou, j'ai fini ou j'ai presque fini. J'envoie une photo de tout. Oui. Comme ça, on voit s'il n'y a pas trop de soucis. Pour validation, c'est des petites retouches qui veulent un peu plus éclaircies, un peu moins éclaircies. Les 3 quarts du temps, même quasiment tout le temps, il n'y a pas de retouches. Les seules retouches que j'ai, du coup, c'est avec la grosse commande, mais c'est sur des petits détails et c'est normal. C'est des trucs que j'avais pas pigé, tu vois. Et du coup, là, en général, c'est bon. Après, j'emballe comme un malade. Plein de papier bulle. Ouais, c'est vrai. Et plein de papier bulle. J'enroule dans du papier bulle. Le truc papier bullé enroulé, je l'enroule dans du papier bulle. Le tout, je le mets dans un coffrage en polystyrène extrudé, la même chose que pour les décors là. Et ça, je le mets dans un carton et je l'envoie. Donc, non, j'ai jamais eu de casse pour l'instant. Ah si, on a eu une bannière sur la Raging Heroes tout pourri. C'était de la résine qui était vraiment très très fine. C'était... ça aurait cassé tout seul de toute façon. Oui, voilà. La chaleur l'aurait cassé. Tellement c'était fin. Ok. Mais voilà, comment ça se passe. Et bien sûr, je n'en vois pas tant que j'ai pas de sous. Oui, bien sûr. C'est les figurines pour les peintres pro, c'est l'assurance. Voilà. Parce que si derrière vous nous payez pas et tout, nous c'est le seul moyen qu'on a de se rentrer entre guillemets. Parce que je sais que c'est arrivé à un pote à moi peintre pro et s'est retrouvé avec des figues et il a dû les revendre après. Et on peut pas les revendre au prix qu'on a facturé en général. Parce que du coup, un petit peu moins. Ouais, parce qu'en général, après quand c'est une demande normale, tabletop standard, peinture schéma games, là ça part beaucoup plus vite. Mais le pire, c'est quand on te demande un truc très précis, que tu te fais chier à le faire et que là le gars il disparaît. Parce que là du coup tu te retrouves à devoir vendre d'occasion un truc très précis. Oui, ça c'est compliqué. Ouais, j'avais un copain dans une autre, dans un autre pays, pas français, qui avait eu un vulcan à peindre de 30K en rouge. Ah oui. Ouais, Vulcan il est vert, tu vois. Ouais, je sais. Et bah il l'a toujours pas vendu. Oui, bah tu m'étonnes. Et le mec il s'est toujours pas manifesté, ça fait 2 ou 3 ans déjà. Ah oui. Et là, pas content quoi. Le gars il a un Vulcan rouge chez lui, il a passé un mois à le peindre parce que c'était en plus niveau vénère, donc du coup il le vend cher. Ouais. Et bah, personne n'en veut parce que Vulcan il est pas rouge. Non, il est rouge. Tu vois. C'était son délire à lui, donc il l'a fait. Mais du coup là il se retrouve avec un Vulcan comme un con. C'est un peu ton assurance aussi. Voilà. Un petit peu. Bon après il y a toujours la légalité derrière, il y a un devis. Ah oui, il y a un devis et tout, mais après. Il y a toujours possibilité. T'envoies pas ton avocat sur non, après tout le monde, tu vois. Voilà. Tu fais pas. Maître, lui il m'a pas payé. Envoie-lui un courrier et si jamais non, assigne-le à comparaître en justice tout de suite. Là, l'avocat te dit ça fera 1500 balles. Oui, ouais, c'est un peu trop cher pour. Voilà. Donc, à moins que ce soit ton papa, l'avocat, tu fais pas ça. Dernière question pour clôturer ce podcast. Allez. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui en tant que peintre pro ? Qu'est-ce qui est important à savoir et qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire des points. J'aime bien faire des points. C'est bien de conclure avec des points. Premièrement, travaillez votre niveau de peinture, ça c'est très important. Avant. Entraînez-vous, même si vous peignez gratuitement pour des copains, mettez-vous en condition. Moi j'ai fait 3 commandes
gratuite avant d'envisager de me lancer. Pendant, du coup, quand j'ai dit en février, j'ai pris la décision et j'ai attendu 2 mois. Pendant ces 2 mois-là, j'ai fait 3 commandes pour des potes. Et je leur ai dit, tu me files une figurine grise, tu me demandes ce que tu veux, je la peins, et tu me dis si t'es content. Tu me dis si t'aurais payé pour ça. Et du coup, j'ai eu 3 succès, donc c'est pour ça que j'ai été convaincu dans ce que j'ai fait. Donc, entraînez-vous sur ça, essayez du coup de gérer aussi, demandez à vos potes, et, de toute façon, la contrepartie pour avoir des figues peintes, c'est de jouer le client, ça va. Vous pouvez même demander de jouer le client chiant des fois. Moi, j'ai demandé à un des 3 de jouer le client relou pour voir ce qui se passait. C'était chiant. Et il a bien joué son rôle. Du coup, faites ça, travaillez votre niveau. Prenez des sous d'avance. Parce qu'au début, mettez de l'argent de côté. À moins que vous ayez déjà une page qui marche bien, que vous soyez... en général, à ce moment-là, vous êtes déjà semi-pro, entre guillemets. Mais si vous recommencez tout à zéro comme je l'ai fait, que vous quittez votre travail, que vous recréez tout depuis le début, gardez des sous-côté parce qu'au début, vous êtes personne. Et voilà. C'est pas... il faut prendre en compte. Faites ça, déclarez. Faites une auto-entreprise. C'est important. C'est très important parce que si vous êtes dans l'illégalité, ça peut vous retomber dessus à tout moment. C'est ça. Il y a des peintres pros déclarés à 100% en travail qui se prennent des fois des contrôles de... C'est quoi? C'est l'URSSAF? C'est le fisc. Pour vérifier le numéro de tirette et tout. Et il y en a qui sont amateurs au black et qui se prennent des contrôles. Et là, ça fait très mal. Ils se font allumer. Ils se font surallumer. Parce que du coup, ils doivent payer toutes les charges qu'ils n'ont pas payées, mais c'est majoré parce qu'ils sont en retard. Et la majoration, elle fait mal. Et là, c'est 80%, je crois, ou 90%. Je sais pas. Vous payez presque c'est faillite, 2 quoi. fois. Là, c'est terminé. Vous êtes. C'est compliqué. Donc il faut Donc vaut mieux payer déclarer un petit peu chaque mois et pour être dans la légalité, plutôt que de vous faire attraper plus tard et de devoir mettre la clé sous la porte parce que si vous ne faites pas attraper, tant mieux. Voilà. Oui, tant mieux, bien sûr. Mais si vous faites attraper. Après, c'est un petit peu déloyal aussi parce que vous pouvez proposer des prix plus bas parce que vous payez pas de charges, etc. Moi, quand je gagne 100 balles, j'en file 43. Un petit peu moins aujourd'hui parce que t'as des réductions de trucs. Mais l'année prochaine, quand je serai sorti, j'en filerai 43 à l'URSSAF. Pas que à l'URSSAF, c'est URSSAF, charge de formation. Mais en gros, à l'État. Donc si je travaille pour 100 balles, j'en récupère 57. À peu près, demain, du coup, par exemple, on va dire morti 100 balles, le béton, c'est pas le cas, mais admettons. Morti 100 balles, on me donne 100 balles, j'en gagne 57. Derrière, un peintre au black qui dit morti 80, et lui il gagne 80. Donc non seulement il fait plus de sous que moi, mais en plus le client il a payé moins cher. Donc forcément c'est plus attractif. Mais demain le fils qui vous tombe dessus, vous faites allumer, mais sévère. Et en plus du coup ça a le don d'être très déloyal avec ceux qui sont déclarés. Donc je vous dirais de travailler votre niveau, de déclarer vos revenus, non c'était de garder des sous d'avance, de déclarer vos revenus, donc faites une micro-entreprise, ça vous coûte rien si vous gagnez rien. C'est gratuit de créer une entreprise. Et la première année ça vous coûte vraiment pas grand chose. Et vous ne payez que si vous gagnez de l'argent, si vous gagnez pas d'argent, vous ne payez rien. On n'est pas en société. Voilà. Ça, mais après qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Persévérer si jamais vous voulez faire ça pour en vivre. Persévérer. Parce que au début c'est pas facile et il y a des moments comme nous on a eu un goulot d'étranglement de pognon vraiment très compliqué parce qu'on mangeait plus mais aussi on n'avait plus de sous pour mettre d'essence dans la voiture par exemple. On a mis sur ces 4 mois là on a mis 50 balles d'essence et on s'en est servi que pour aller faire les courses et que parce qu'on n'avait pas le choix voilà c'est ça on a vraiment changé toutes nos habitudes d'avant. Et si on pouvait aller faire les courses à pied, on allait les faire à pied. Pour être sûr de, si jamais il y a un problème, quelque chose, qu'on puisse se servir de la voiture. Et donc, faites gaffe, mais persévérez. À un moment ou à un autre, ça va être dur. Mais si vous survivez à cette période dure, il se peut que ça marche et que vous ayez quelque chose de bien qui arrive derrière, en fait. Voilà. Et... Moi, j'ajouterais peut-être d'en parler avec... Si vous vivez seul, évidemment, vous pouvez en parler avec vous-même, c'est très bien. Mais si vous vivez avec quelqu'un, que vous avez une famille, parlez-en avec eux. C'est très important. Faut être en accord et soutenu. Oui, voilà. Faut être très soutenu. Faut beaucoup de soutien parce que c'est pas facile. Et peut-être si la personne n'est pas forcément convaincue, parlez-en, le prenez pas mal. Parlez-en et peut-être qu'elle soulèvera des problèmes auxquels vous n'avez pas pensé. Peut-être que la personne va pas
comprendre par exemple que vous aviez pensé à telle chose, faut lui expliquer, il faut lui exposer les recherches que vous avez fait. Arrivez pas comme ça dans le salon en mode bon ma chérie, je lance mon entreprise, je quitte mon CDI, voilà. Je me casse, et peut-être aussi une chose qui peut la convaincre, c'est si vous, enfin je dis là parce qu'en général c'est des hommes qui veulent devenir peintre pro, enfin dans le hobby il y a beaucoup d'hommes, c'est vous avez 1 an de quoi vivre, 1 an de côté, vous lui dites bah si dans 1 an c'est pas bon, je reprends un travail. Ça peut être aussi une façon au début de convaincre la personne, et peut-être que dans cette année-là, même si vous n'avez pas réussi à atteindre le niveau auquel vous étiez avant financièrement, elle se dira bah oui mais il est beaucoup plus heureux, il le vit mieux, moi je le vis mieux, donc du coup finalement il y a d'autres bénéfices, il n'y a pas que l'argent comme bénéfice, il y a aussi le quotidien. Enfin moi je trouve qu'on a un quotidien 1000 fois mieux qu'avant. Et pourtant, on a peut-être 4 ou 5 fois moins d'argent. Ouais, au moins. Donc, parce que, après, nous, on part du principe que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est tout, c'est le reste, en fait, c'est pas l'argent. Certes, ça aide un petit peu de temps en temps, mais c'est pas ça le fondement d'une vie, en fait. C'est pas... Qu'est-ce que c'est qu'une vie, un CDI, à détester son travail et à être stressé et à faire des burn-out? Ça sert à rien. Donc, vaut mieux vivre avec un petit peu moins, et voilà. Après, ça, c'est propre à chaque personne et à chaque couple ou à chaque famille. Donc voilà, c'est important d'en parler avec la personne avec qui on est, et voilà. C'est pour moi, le conseil le plus important, c'est en parler. Raison, ouais. Et si jamais vous êtes perdu de manière juridique ou quoi, n'hésitez pas à aller faire un tour à Pôle emploi. Moi j'en avais que des... Ils répondent aux questions. J'en avais que des stéréotypes avant d'y aller. Ouais, voilà, et même ils si ont on été pense géniaux. Que, finalement, en tout cas, ta conseillère a été vraiment géniale. Top. Et même sur internet, vous trouvez beaucoup d'articles. Et puis vous pouvez envoyer des messages privés à des peintres pros pour leur demander si vous avez des questions précises. Débarquez pas en mode salut, je veux me lancer, comment je fais? Non, faites des recherches avant, évidemment. Et si vous n'avez pas trouvé de réponse à certaines questions spécifiques à ce métier-là de peintre pro, parce que évidemment, c'est pas très très répandu, hein, c'est pas... Non, il n'y a pas un blog qui référence comment se lancer. Donc du coup, vous pouvez toujours aller poser des questions aux peintres pro. Je sais que toi, tu avais fait ça. Ouais. Sur certaines questions que tu n'étais pas trop sûr. C'est Utif qui m'avait répondu. Voilà, c'était Utif qui t'avait répondu. Donc voilà, ils vous répondent. Enfin, Alex, en tout cas, il vous répondra avec plaisir. Il va pas vous envoyer chier. Bon, non, je vous enverrai le lien de ce truc. Voilà, on vous enverra le lien du podcast. Donc si vous êtes là parce que vous voulez devenir peintre pro, eh bien bienvenue. Lancez-vous, c'est le moment. C'est le moment. Vous arrêtez tout. Vous écrivez votre lettre d'émission ou de rupture conventionnelle, ça serait mieux quand même. Oui, c'est mieux la rupture conventionnelle si vous les mettez de côté et vous vous lancez. Voilà. Parce qu'on va pas la donner tout de suite, on met pas la charrue avant les bœufs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, ça me paraît bien. Ça te paraît bien? Ça me paraît bien. Ça me paraît bien aussi. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Voilà, partagez le podcast pour le partager. Pour faire grandir c'est important la chaîne, pour le référencement. Voilà, faire grandir le projet d'Alex. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit dans les commentaires. Si vous avez encore d'autres questions, et si on voit qu'il y en a encore beaucoup, on en fera peut-être un deuxième épisode en répondant à vos questions. D'autres podcasts sont prévus, surtout pour le mois d'août, parce que le mois d'août on est en vacances, et donc vous avez des podcasts. Voilà, et puis même pour vous, ce sera mieux, vous pourrez aller à la plage en nous écoutant. Plutôt que de devoir regarder un tuto peinture avec le sable, ça fait chier. Ouais, voilà. Et avec le contre-jour aussi, on n'en parle pas assez du soleil qui reflète le sur téléphone l'écran. dans le sac, juste les écouteurs, ça suffit. Voilà, c'est parfait. Parce qu'on fait pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'activités visuelles. Non, Voilà. Eh ben, on vous fait des gros bisous. Oubliez pas Patreon. Ah oui, Patreon. Voyons. Soutenez-nous sur Patreon avec des vidéos exclusives. Voilà, mettez plus de légumes dans nos pâtes. Oui. Et qu'on ait des sauces aussi. Un suivi personnalisé. Si vous voulez devenir peintre pro et que vous voulez vous améliorer, par exemple, et que vous vous donnez 2 ou 3 mois pour vous améliorer, vous pouvez pledger à 15 € par mois, c'est ça? C'est ça. Pour avoir un suivi personnalisé où Alex vous aidera pour vous améliorer en peinture sur des problèmes précis, etc. Après, vous serez trop fort. Et après, vous pourrez devenir peintre pro. Voilà, on espère que ça vous a plu. Puis on vous fait des bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.